Déserteur de Boris Vian, une chanson qui date de 1954, je rappelle. Eh bien, est-ce qu'on se prépare vraiment à ça? Et apparemment, si on écoute la Commission européenne, oui, et ça se prépare. D'abord, vous avez entendu parler, on en a parlé nous-mêmes, du kit de survie. L'Union européenne souhaite que les habitants des 27 pays membres aient chez eux un sac contenant de quoi être autonome pendant 72 heures en cas de situation de crise ou de conflit. 72 heures, et après, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une chose. Mais surtout, il y a quelques jours, la Commission européenne a dévoilé, dans le cadre d'une préparation à l'horizon 2030, le livre blanc pour une défense européenne, et a précisé les grandes lignes du plan Rearm Europe, réarmer l'Europe, permettant de dépenser plus de 800 milliards d'euros. Le livre blanc et le plan Rearm forment le paquet défense. Bonjour Virginie Joron. Oui, bonjour. Alors Virginie Joron, vous êtes députée européenne, on vous connaît, on vous accueille toujours avec plaisir, parce que vous vous contentez pas de parler, vous informez aussi, et c'est quand même important. Alors, on va parler de beaucoup de choses concernant effectivement cette Commission européenne, cette Union européenne qui est à un carrefour aujourd'hui, où d'un côté on voit se profiler la guerre, mais aussi les pourparlers de paix, entre notamment Trump et Poutine. Enfin, qu'est-ce qui va se passer, Zelensky au milieu? Et puis on va parler du reste sur la Commission européenne, il y a d'autres choses. Mais là-dessus, déjà, Virginie Joron, je voudrais savoir, alors les 800 milliards, ils vont être là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce plan-là, ce livre blanc de la défense? Il est aussi à coller au rapport Draghi. Vous savez, c'est un rapport qu'ils ont sorti cet été pour dire que pour relancer l'économie et l'industrie en Europe, il fallait mettre sur la table 800 milliards d'euros. Et le hasard fait bien les choses. Il y a aussi cette guerre en Ukraine et en Russie qui fait que on se colle aussi à cette situation pour finalement imposer aux Européens de mettre sur la table ces 800 milliards d'euros. Oui. Donc en fait, on suit la stratégie qui a été établie par Monsieur Draghi, c'est-à-dire que pour relancer l'Union européenne, eh bien, on a besoin de mettre tout cet argent sur la table. Et donc, on utilise cette crise pour faire accepter l'inacceptable, puisque c'est vrai, vous l'avez dit, d'un autre côté, côté de l'Ouest, on parle de paix, mais encore aujourd'hui à Bruxelles, on ne parle pas du tout de paix. Et d'ailleurs, moi, je suis encore sur un autre dossier qui s'appelle EDIP, c'est aussi le marché intérieur pour l'Union européenne d'un marché de la défense. Oui. C'est un dossier qui est sur la table dans différentes commissions où en fait il y a des pourparlers autour de comment mettre sur la table aussi 1,5 milliard d'euros pour relancer l'industrie en Europe. Alors, on n'est pas contre l'industrie européenne, au contraire. Bien sûr. Mais on voit bien qu'il y a des tensions autour de qui va bénéficier, encore une fois, de cette grosse part du gâteau. Et là, pour le coup, je viens de voir ce matin une réunion technique sur ce dossier, parce que les enjeux sont importants. Le marché de la défense est quand même un très gros marché, très important, surtout pour nous, Français. Et on voit bien qu'il y a une très très forte influence de la part des Polonais. Je le dis parce qu'en ce moment, ils ont la présidence du Conseil. Donc, ils essayent d'imposer aussi leur agenda pour défendre leurs intérêt. Et donc ça, ce sont ce matin des pourparlers où on voit bien que il n'y a pas de solidarité autour de ce marché. Donc c'est pour ça que l'on est contre ce plan de défense, parce que déjà, ce n'est pas pour favoriser le marché français et encore moins européen, puisque là il y a quelques pays qui veulent sortir du lot, qui veulent bénéficier de la plus grosse part du gâteau. Et puis en plus, on a envie de dire, attendez, on est en train de mettre la charrue avant les bœufs, on est en train de parler de 800 milliards d'euros sur la table, et en plus on engage encore les contributeurs français et aussi européens dans de l'endettement, puisque ça va encore créer de l'endettement. Et en même temps, on n'essaye pas de négocier avec nos autres grands ex-partenaires, notamment les USA, pour parler de la paix. Parce que dans Virginie Joron, c'est ça qui est tout à fait paradoxal. Au même moment où effectivement les USA, alors certains leur reprochent de ça, oui, vous avez tous cédé à Poutine, etc. C'est un autre problème politique. Mais enfin, au moment où il y a des pour parler de paix qui ont l'air en tout cas d'avancer, on dit voilà, il faut combler les lacunes, très bien, soutenir l'industrie de défense européenne, soutenir l'Ukraine par une assistance militaire accrue, intégration améliorée des industries européennes et ukrainiennes. Je parle de ce que dit le livre blanc, les stocks, etc. Et je rappelle quand même, Virginie Joron, que demain matin, Emmanuel Macron organise à Paris un nouveau sommet sur la paix et la sécurité pour l'Ukraine,
pour l'Ukraine dans la lignée des réunions ces dernières semaines pour mettre en place des garanties de sécurité pour Kiev dans le cadre d'un éventuel futur accord de paix avec la Russie que tentent d'arracher les États-Unis de Trump. Alors, on a l'impression qu'il y a, je dirais, des forces centrifuges et des chemins très divergents. En tout cas, entre l'Europe et les États-Unis, on le voit, mais le rôle de l'Union européenne et de la Commission européenne, là-dedans, c'est de quoi? C'est de pousser à l'accélérateur? C'est quoi? En fait, ils sont en train de voir qu'ils se font avoir, j'ai envie de dire, parce que ils sont pour vendre ce plan de 800 milliards. Je rappelle qu'il y en a eu déjà un autre avec le plan Covid. C'est-à-dire, comment vendre aux Européens ce plan de 800 milliards s'il n'y a plus de guerre? Vous voyez, c'est un peu ça le problème. Donc il y a une course à l'échalote là. C'est-à-dire que il y a une course à l'échalote et d'ailleurs on le voit nous dans les dossiers. C'est-à-dire que normalement pour rédiger un rapport, on a un peu de temps devant nous, on doit élaborer des amendements. Après il y a des compromis d'amendements, il y a des réunions techniques. Donc en général un dossier on le ficelle en 6 mois. Là on nous impose un calendrier beaucoup plus strict et court parce que effectivement il y a cette course à l'échalote parce que encore une fois. C'est quoi? Comment on va communiquer aux Européens qu'on va encore les endetter de plus de 800 milliards d'euros? Donc, pour éviter que les gens ne s'insurgent contre cet endettement, eh bien, on essaye d'anticiper, parce qu'on qu'on est encore en guerre avant de dire qu'on est en paix. En fait, voilà, c'est un peu ça la problématique. D'où aussi cet autre sujet, peut-être que mes collègues en ont déjà parlé, du Rassemblement national, c'est-à-dire que comme il y a urgence, comme je l'ai dit, d'un côté on parle de paix, nous on parle encore de guerre. Oui. Donc, pour éviter un double discours, en tout cas une incompréhension de la part des Européens, ils utilisent là une autre arme, c'est-à-dire l'urgence. C'est-à-dire comme il y a urgence, il y a péril dans la demeure, alors pas pour des questions de guerre, mais pour des questions de négociation de la paix, c'est ça qui est très ironique. Oui, vous voulez dire qui va arriver avant ceux qui prônent la paix, enfin qui en tout cas pensent négocier la paix, et ceux qui disent non, il faut se défendre, il faut se défendre. Exactement. Donc pour éviter en fait ce conflit d'agenda, eh bien, il y a une mesure d'urgence qui est en ce moment en négociation auprès de la présidence du Parlement européen, Madame Metsola, parce qu'elle peut, par rapport à ce plan de défense, elle peut invoquer cette mesure d'urgence en évitant le débat avec les parlementaires. Vous voyez? Ah oui, comment? Qu'est-ce que c'est cette mesure d'urgence? Qu'est-ce qu'elle peut invoquer exactement? Eh bien, la guerre. Eh bien, on peut plus. Voilà. Donc, c'est un article de la loi, je crois que c'est l'article 122, qui peut effectivement donner ce pouvoir. Et d'ailleurs, c'est Madame Ursula von der Leyen qui la pousse à utiliser cet article pour éviter qu'il y ait un débat au sein du Parlement européen. Ah oui, c'est-à-dire qu'elle peut le faire sans que le Parlement européen c'est l'article 49.3. Au niveau européen. Oui, c'est ça, exactement. C'est un peu ça. C'est exactement ce type d'article, en fait, cette vision d'article, c'est-à-dire qu'on met en place, comme ils l'ont fait durant la crise Covid, vous voyez, c'est exactement la même énergie. Hein, urgence, réaction. Et là, il n'y a plus d'urgence, j'ai envie de dire. En entrant d'un autre côté, il y a des gens qui essaient de négocier la paix. Donc, il n'y a plus d'urgence. Mais comme je l'ai dit, pour vendre les 800 milliards qu'il faut réinjecter dans l'Union européenne, parce qu'on voit bien, tout est on pose. Je prends l'exemple de l'industrie automobile. On a d'ailleurs fait la demande à mettre ce sujet la semaine prochaine en plénière, parce qu'on voit bien que l'industrie automobile est en train de couler, notamment en France. Et donc, et c'est qu'un exemple. Donc, on voit bien que l'Europe est en panne, l'Europe est en pause, et c'est plutôt ça qui est effrayant, plus que la paix et la fin de la guerre qui est en train de urgence économique, eh bien, on va utiliser ce plan de défense pour réinjecter de l'argent. Donc, on veut bien sur le fond, mais il ne faut pas non plus encore trop endetter les Européens. Et puis, il faut surtout flécher ces budgets, parce que là, je vous le dis, l'exemple de la Pologne n'est pas très correct pour nous, Français. Et ça montre la divergence entre pays européens, vous l'avez dit. Alors c'est intéressant, on retrouve le quoi qu'il en coûte, on retrouve le diable l'avarice, on dit qu'importe les 800 milliards pourvu qu'on ait l'ivresse de défendre. Et évidemment qu'il faut se défendre au niveau de l'Europe. Mais alors ça amène, Virginie Geron, à ce que vous venez d'exposer, à quelque chose aujourd'hui. Il y a incontestablement, on le sent, on en a parlé de cette espèce de séparation entre certains pays ou empires, appelons-le comme on veut, et l'Europe, en tout cas une partie de l'Europe. Et ça amène à... Je vous dis ça parce que, sachant, j'ai annoncé que vous avez aujourd'hui à Sud Radio et dans l'émission, il me dit, mais est-ce que vous pouvez poser la question à Virginie Geron,
qu'est-ce qu'elle pense, elle, enfin, et le RN à qui vous appartenez? Est-ce que vraiment, aujourd'hui, ça sert encore et plus que jamais d'être dans l'Union européenne? D'être dans l'Union européenne, je parle au niveau de comment ça se passe avec les commissions. C'est-à-dire que évidemment, c'est les eurosceptiques qui se manifestent, mais au fond, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est là, mais que voilà, ça fait du surplace, je dirais. Voilà. Alors, j'entends, et je vais vous donner juste 2 exemples. Oui. L'exemple de la semaine dernière. Donc, je suis en contrôle budgétaire, et grâce à notre parti, nous avons pu bloquer la décharge budgétaire. La décharge budgétaire, ça veut dire que c'est un blanc-seing que l'on donne à la commission pour exécuter un budget. Mmh. Donc, le fait d'avoir été là, le fait d'avoir été élu, eh bien, a empêché aujourd'hui à exécuter ce budget. Donc, ils sont obligés de renégocier avec tous les membres du Parlement. Donc, c'est déjà une bonne chose. Et ça veut dire que notre force compte. C'est-à-dire que sur plusieurs dossiers, on peut bloquer des rapports. On bloque le budget. C'est quand même pas rien. Bien sûr. On amende les textes. Et puis, je vais vous donner un autre exemple aussi important. C'est Viktor Orban, qui, par les traités, a encore sa voix qui compte et peut faire imposer un droit de veto sur des mesures qui ont un impact conséquent sur la vie des Européens. Oui, parce que les décisions doivent se prendre à l'unanimité, je le rappelle, c'est ça. Exactement. Donc, le fait de n'être pas dans la partie, finalement, on ne pourra rien dire, on ne pourra que subir. Je vous le dis, on l'a vu durant la crise Covid, les Brexiteurs sont sortis, mais la crise Covid, ils l'ont aussi subi de plein fouet. Et dans les mesures qu'ils ont prises, ils ont dû aussi négocier avec Bruxelles. Donc, j'entends effectivement, parce qu'effectivement, tous les jours, on voit qu'il y a des problématiques, mais c'est pas parce qu'il y a un problème qu'on doit partir. Les problèmes seront toujours là. C'est Romain qui n'a toujours pas répondu au sujet du scandale de la Roumanie, oui, des élections. On a la vidéo, et cette vidéo, ces propos peuvent être utilisés par des avocats. Le fait de ne pas pouvoir faire ce type d'intervention, déjà, je ne pourrais pas les transmettre, et c'est important pour vous, pour tous les d'autres instances au sujet. Et on n'a pas de poids, mais nous, on a du poids. On est le troisième parti le plus important. Le rapport des forces est important, et pour être là que ne pas être là, c'est clair. Virginie Geron. Et d'être important. Oui. Est-ce qu'on essaye, alors deux questions juste là-dessus, deux dernières questions. Est-ce qu'on essaie de contourner aujourd'hui, j'ai cru entendre, la règle de l'unanimité? Est-ce que cette règle de l'unanimité, parce que pour Orban, on essaye de faire un certain nombre de sanctions, sans entrer dans le détail, on a entendu ça, mais est-ce que cette règle de l'unanimité peut être contournée ou pas? Est-ce que, par exemple, justement, vous êtes accueilli dans la chaussure, Orban est un pavé dans la chaussure, est-ce qu'on peut la contourner ou pas? Alors, aujourd'hui, non, parce que les traités ont été quand même bien ficelés, c'est-à-dire que pour changer le traité, il faut l'unanimité. D'accord. Et tant qu'il est là, il va bloquer. Donc c'est très bien. On voit bien qu'il y a cette volonté. D'ailleurs, Valérie Ayer a dit quelques jours qu'il fallait lui enlever. Elle est mignonne. Déjà, j'ai envie de dire, pour tous ces grands démocrates qui n'arrêtent pas de nous faire des leçons de démocratie, c'est la première à monter au créneau en dénonçant finalement la première règle, c'est-à-dire respecter la voix du peuple, parce que Viktor Orban, il n'est pas sorti du chapeau. Il a été. Oui, j'adore. Et on dit, on parle même pas d'élection. Ce peuple hongrois, il n'est pas bien pour avoir voté ce qu'il a voté. Mais on pourrait parler aussi de la Roumanie, parce que c'est un sujet typique aussi de cette volonté aujourd'hui de la Commission qui perd de plus en plus de poids. On le voit, Valérie Ayer ne rappelle pas qu'ils ont perdu les élections et qu'ils sont le 5e groupe le moins important, j'ai envie de dire, du Parlement. Donc ces gens finalement n'existent qu'à Paris, j'ai envie de dire, et c'est vrai. Et en même temps, ils essayent d'imposer leur narratif, ils essayent d'imposer leur agenda avec, c'est vrai qu'on n'aura peut-être pas d'en parler parce que c'est un sujet très important, ce qui se passe aussi avec la commission bouclier sur la démocratie, avec la chef Nathalie Loiseau, qui, au fur et à mesure de ses auditions, on voit qu'elle a une attitude très autocratique et autoritariste, c'est-à-dire qu'elle laisse très peu la parole aux députés qui lui posent des questions qui fâchent, notamment, regarde la désinformation. On voit que tous les experts qu'elle impose, ils sont souvent financés par l'Open Society ou encore à l'époque... De Monsieur Soros, oui. De Monsieur Soros ou encore à l'époque USAID de l'ancien gouvernement. On voit aujourd'hui qu'il y a panique dans la demeure. Donc hier, j'y étais, il y avait une conférence sur les fact-checkers, donc grande messe des fact-checkers, mais là aussi, j'y suis allée. Alors, c'est les fact-checkers, vous savez, c'est les vérificateurs d'information, d'information, donc les nouveaux petits ministres de la vérité. Eh bien, eux, ce qu'ils veulent, c'est plus d'argent
Et en plus, ce qui était drôle, et ça, je vais le mettre dans une vidéo parce que c'est très important que vous sachiez, c'est-à-dire que ces gens-là, donc c'est pas du bénévolat, hein, on voit bien qu'ils bien sûr qu'ils sont payés. Aussi, voilà, et puis souvent des fonds pareils, des think tanks sous couvert de protéger les droits humains, ils demandent à être institutionnalisés. Ah, mais c'est normal, c'est normal. Institutionnalisé, il faut le lire dans le sens où ça deviendrait donc un outil officiel de la Commission pour demain contrôler vous les médias et contrôler les futures élections. La puissance de la désinformation.